Alors bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette édition de l'émission Qu'en pensez-vous? Une émission où on se veut faire le commentaire, commenter et discuter de l'actualité locale, de l'actualité régionale, de l'actualité au niveau national et, quand il nous reste du temps habituellement, on se rend jusqu'à l'international. Et non, vous ne vous trompez pas, ce n'est pas notre ami Pierre qui anime aujourd'hui, mais bel et bien moi qui s'organise pour qu'on ait en même une émission des plus intéressantes. Et ceci, en compagnie de Jean-René Boutin, que l'on connaît maintenant, qui est un de nos panélistes qui revient assez régulièrement à cette émission. Alors, bonjour Jean-René. Bonjour Jules, ça fait plaisir d'être ici. Bon, et toi, la température, est-ce que ça affecte d'une quelconque façon ta santé par les temps qui courent? Je suis un petit peu pris de la gorge, là, mais c'est pas tout à fait le rhume qui m'ennuie. C'est un petit bobo dans le fond. Là, mais effectivement, je l'ai senti dans les genoux. Ah, ben, tu vois, hein, effectivement, on a le froid. Le froid nous vient un peu plus rapidement, il me semble. Ça se peut-tu encore que ça soit des changements climatiques? Bien, il y a certainement un changement constatable. Je veux dire, au niveau empirique, on voit très bien que les saisons sont décalées. Donc, on a eu un hiver très hâtif, le froid qui est venu très tôt. C'est un froid qu'on a parfois fin janvier, février. Une température de moins 20 degrés, c'est quand même pas rien au mercure. Ça fait toujours plaisir de commencer des émissions en parlant de température. Toujours. C'est toujours la meilleure façon d'aborder aussi. J'avais déjà lu une étude qui disait que c'est ce que les gens parlent le plus. Le plus, effectivement. Ça vient tout de suite quand on rencontre quelqu'un. Ah, il fait froid, il fait chaud. Hein? Exact. Écoute, Jean-René, on est à la veille d'une autre élection dans le comté Roberval. On sait que le 10 décembre prochain, les électeurs sont appelés aux urnes. Encore? Oui, et on vient d'en terminer une le 1er octobre dernier. J'en sens déjà qu'ils doivent fatiguer. Oui, exactement. Est-ce que, pour toi, on sait qu'il va y avoir naturellement, fort probablement, l'ensemble des candidats qui se sont présentés à la dernière élection, sauf au niveau de la CAQ, où on a là une nouvelle figure là, qui va être Mme Guillemette. Donc, on a changé la candidate qui était parachutée finalement, pour employer l'expression consacrée, pour quelqu'un qui est Mme Guillemette, qui a été conseillère municipale à Roberval, si je ne me trompe. Exactement. Donc, quelqu'un qui est impliqué dans le milieu municipal. Donc, quelqu'un qui a été, parce qu'aux dernières élections, il ne s'était pas représenté là, et l'œuvre dans le milieu communautaire. Au niveau du Parti québécois, c'est encore le jeune Thomas Godreau qui est présenté, qui va défendre les couleurs donc du Parti québécois. Et nous avons, au niveau de Québec solidaire, Marc-Antoine... Luc-Antoine? Luc-Antoine Cochon, qui est de retour. Oui, et lui aussi qui est de retour. Au niveau du Parti conservateur, c'est M. Carl Lamontagne. Et on nous dit que vous saviez, quand au dernier bulletin de vote, on avait 3 ou 4 candidats qui étaient moins connus, là, mais qui s'affichent pour des partis politiques qui veulent aussi prendre leur place au Québec. Et on a aussi le représentant, le président du Parti vert du Québec, qui est aussi sur... qui va être aussi sur le bulletin de vote, semblerait-il. Je ne sais pas si le fait que Québec solidaire ait récolté autant d'appui aux dernières élections ne favorise pas les petits partis qui veulent essayer de mettre leurs pieds dans le jeu politique québécois à le faire. C'est comme peut-être un incitatif. Tu penses que ça peut avoir une influence? Peut-être que de voir le résultat, les bons résultats que QS, qui était un petit parti il n'y a pas tellement longtemps, a pu grandir comme ça. Peut-être que c'est un incitatif pour les petits partis de dire que c'est possible de se hisser à... Remarque qu'à chaque élection, on a quand même, et que ce soit au Québec ou que ce soit à l'échelle du Canada, on a quand même des partis que l'on connaît moins ou qui sont peu connus et qui affichent des candidats pour justement pouvoir se faire connaître. Ils sont avec des moyens limités, donc on les entend moins au niveau publicitaire. Et lorsqu'il y a des activités
à caractère un petit peu plus public, genre débat ou ce genre de choses-là. Ils ne sont pas invités. Ils sont invités. Parfois oui, parfois non. Ça dépend à quel... le grand débat des chefs à Radio-Canada, c'est 3 ou 4 participants, tout au plus. Deux autres, on les a pas. C'est ça. Maintenant, tu vois ça comment, toi, une élection partielle dans le comté Roberval, indépendamment là, du fort Parlement qu'il va y avoir? On abordera les thèmes peut-être un petit peu plus tard. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu une élection partielle? Ça fait quand même un moment, je crois. Dans le comté de Roberval, au niveau fédéral, c'est au fédéral. Dernièrement. Oui. Là, au provincial, ça fait un moment. Ça fait un certain temps, oui, au niveau du provincial. Mais je ne pourrais pas me rappeler la date du dernier moment. Est-ce que c'est quoi pour une toi? partielle, il y a toujours moins de... On se sent moins dans le mouvement provincial parce qu'il n'y en a pas de mouvement provincial, il y en a très peu. Il y a quelques partiels peut-être, mais là, on a le premier ministre sortant, puis bon, on en a un peu tourné la page déjà, puis la neige est arrivée, puis bon, on dirait que c'est pas très mouvementé. Puis il n'y a pas en même temps de campagne dans les médias. C'est pas partout. Là. Donc, on disait déjà que la campagne était tranquille au niveau de la campagne principale là, des dernières élections dans Roberval. On disait que c'était tranquille dans Roberval parce qu'on sentait une certaine confiance de la part des électeurs. On pensait soit que Philippe Couillard allait revenir ou encore, là c'était un peu incertain, là, mais soit que la vague caquiste allait l'emporter, mais on n'avait pas tendance à avoir des grands débats nécessairement. Même M. Couillard ne voulait pas participer à un débat. Donc, ça a un peu tué l'affaire en même temps. Et là, une partielle, et là, il n'est plus là, M. Couillard. Donc, c'est pas pour dire que les autres sont des numéros 2, jamais. Là. Mais on dirait que là, ça a comme descendu d'une marche en termes d'excitation médiatique. Et la poussière retombe un peu. Là. À ton avis, y a-t-il des moyens que les partis peuvent prendre ou que les candidats peuvent prendre pour susciter? Peut-être aller rejoindre les gens dans leurs activités, pas quotidiennes, là, mais dans leur vie de tous les jours un peu. Moins peut-être sous la forme traditionnelle de débat et tout ça, mais peut-être que s'ils étaient présents dans des endroits publics à certains moments, ça ferait un certain brassage, ça habituerait les gens peut-être à se remettre dans le bain, disons, d'une campagne électorale, parce que je ne crois pas que, coup sur coup, 2 élections, on puisse maintenir l'attention des gens de manière optimale, et ça, même chez ceux qui voudraient bien suivre. À un moment donné, il y a un certain, pas un épuisement, là, mais il y a une fatigue là, de suivre tout ça. Est-ce que, à ton avis, ça peut avoir une influence sur, effectivement, comme on dit, la sortie du vote, c'est-à-dire que les gens le disent? Que oui. Et en plus, les gens doivent être résignés. On a une coalition Avenir Québec qui a eu des scores impressionnants. Là, je ne veux pas jeter le sort, mais on sait très bien à quelle force est entrée la CAQ au gouvernement. Donc, on sent venir un peu une issue qui est celle que les gens vont voter du bord du pouvoir, selon l'expression consacrée. Tu penses que ça va être le thème majeur, donc, de cette campagne électorale-là? On dirait qu'il n'y a pas de thème majeur parce qu'on n'en entend pas parler, mais il semble que c'est ce qui se profile, mais il n'y a jamais rien qui est joué. Il faut toujours mettre notre pied dans l'arène, puis sinon, de quoi on ressemble comme personnalité politique si on ne veut pas se battre, si on ne veut pas faire changer les choses pour vrai. Puis c'est ce qu'il faut qu'il soit fait. Et c'est ça la démocratie, puis ça n'a pas de prix. Là. Donc, trouver l'intérêt, aller chercher l'intérêt un peu des électeurs à une élection partielle, c'est difficile. C'est l'occasion aussi de questionner le nouveau gouvernement, avant même qu'il ait le temps de s'installer, s'il y en a des mécontents du résultat provincial, c'est le moment de sortir, puis de sortir nombreux pour aller mettre leur voix. Et là, ça va paraître. Parce que là, il n'y a pas 125 circonscriptions dont on va parler. On va parler de Roberval de manière beaucoup plus centrée dans les médias, puisque, bon, c'est une élection, on va en entendre parler des médias nationaux québécois. Et à ce moment-là, si Roberval fait élire quelqu'un d'autre, là, ça va peut-être être un message un peu plus, avec un peu plus de poids.
C'est donc à dire que si j'ai à responsabiliser les électeurs du comté de Roberval par rapport à l'élection qui s'en vient, c'est quoi qu'il faut que les partis disent? La CAQ dit vous votez pour moi, vous votez pour le pouvoir. Le Parti québécois, vous votez pour moi, vous votez pour quelqu'un qui va aller défendre vos intérêts à l'Assemblée nationale. Québec solidaire, c'est les mêmes choses. Est-ce que ça peut susciter de l'intérêt chez l'électeur? Tu veux dire le D'aller discours? voter pour pouvoir aller voter? OK. Bien, susciter de l'intérêt. Est-ce que si au départ, on est plus actuellement orienté pour le 10 décembre, je te rappelle qu'il va rester 15 jours avant Noël. Ouais. Si tes cadeaux ne sont pas faits, il va falloir que tu y ailles les faire. Effectivement. Est-ce que Ouais. la proximité, effectivement, peut amener à avoir une influence sur Ben, j'avais pas tendance à avoir pensé à ça parce que je me compte pas parmi ceux qui sont usés nécessairement. Je trouve ça trop important pour, comme société, ce qu'on a à faire d'aller voter. Okay. Mais ouais, peut-être que ça peut jouer effectivement. Il va être bien honnête. Là. Mais, donc, si tu avais une... On avait la chasse, on a Noël, on s'en sort pas. Ah, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'à la dernière élection, effectivement, la période de la chasse a eu fort probablement des conséquences sur la sortie de vote, comme on dit, c'est-à-dire sur le nombre d'électeurs qui sont... Parce qu'il faut se rappeler que, si mes fidèles, c'est 50 quelques % des électeurs qui ont voté le 1er octobre dernier. Ça pourrait être quoi, là? 50 hey, quand on y pense, là, je m'arrête à ce que tu viens de dire. Là. 50 c'est une question à se poser. Comme société, on est rendu que la moitié des gens vont voter. La moitié des gens qui le peuvent. Qui sont inscrits sur la liste. C'est désolant parce que il y a des gens, là, je fais des clichés, là, mais il faut leur dire, il y a des gens qui risquent leur sécurité physique dans certains pays du monde pour aller voter. Oui. Et en plus, ils ont des fraudes, pauvres autres, des fois, dans certains pays, ça va pas très bien, le processus électoral. Puis c'est mouvementé. Il y a des mouvements politiques armés, etc. Là, je nomme pas de pays parce que je fais un portrait général, là, mais quand on est tranquille, bien assis chez nous au Québec avec notre petit hiver, on dirait que, bon, 50 bon, c'est plate, hein? C'est plate à se dire. Ça veut dire qu'on peut avoir pour une partielle quoi? Une partielle, ben, là, baisse certainement au moins, ben là, je dirais pas à moitié, je veux pas que ce soit la moitié encore de moins, on va être rendu à un quart. Mais une partielle, à quoi on peut s'attendre? Une trentaine à 40 historiquement, est-ce que ça ressemble à dans le 30? Historiquement, ça c'est dans le ressemble 35. sur une élection partielle 35-37. entre 30 et 40 actuellement, beaucoup prévoient que si ça sort à 35 à l'élection, ça serait pas pire. Ça serait un succès. Aïe. C'est effectivement... Les gens ne veulent plus choisir. Certaines personnes ne veulent plus avoir l'embarras de choisir, on dirait, leur représentant. OK. Donc, c'est toi, tu y vas là-dessus. Là, il y a une certaine, comment je dirais, il y a une lassitude de la démocratie, mais pourtant, on n'est pas une démocratie qui va mal. On a une certaine inertie politique. On a, entre autres, dans le grand livre de la CIA, le Canada et, par extension, le Québec est perçu comme étant un pays qui a ce qu'il appelait, ouvrez les guillemets, un core strength. Donc, on a une force du noyau dur des institutions. On ne touche pas à la Constitution, tout est semblable. Donc, il n'y a pas de grands changements, il n'y a pas de grands mouvements politiques qui se passent au Canada, au Québec. Mais quand ça va bien, il faut faire attention pour que ça continue de bien aller, à mon sens. Okay. Mais on dirait qu'il y a une certaine partie des gens pour qui ça amène comme une forme de lassitude, peut-être, là, qui voudrait peut-être avoir du changement. Et on le voit, ça, dans l'arrivée, justement, des petits partis. On le voit dans la montée de Québec solidaire, dans l'arrivée de la coalition Avenir Québec au gouvernement. C'est la première fois depuis combien de temps qu'on n'a pas un des deux noms principaux qui est élu au Parti québécois ou au Parti libéral. Même à un moment donné, on a commencé à dire que c'était bonnet blanc, blanc bonnet, parce que du côté du Parti libéral, on avait un centre plus à droite, Parti québécois un centre plus à gauche. On avait un petit peu mis derrière nous toute la social-démocratie des années 80. On essayait d'aller vers d'autres choses un peu. On s'est empêtré dans la charte des valeurs et on proposait la même chose, mais avec un objectif distant qui est différent. Mais je pense que les gens n'ont pas fait le lien directement avec ça. Les électeurs, pas tous, mais vont souvent avoir tendance à avoir une vue plus courte
puis à voir plus à court terme, tandis que si on leur promet que oui, après ci, après ça, il y aura tel développement, bien, d'ailleurs, on voit le Parti québécois se recentrer sur la souveraineté présentement, ce que Québec solidaire avait fait avant de dire on est clairement souverainiste, tout ça. Et là, ça va remettre à la mode aussi. Et depuis quelques... Je m'égare un peu, là, mais... quelques jours, ils sont moins souverainistes qu'ils étaient. Ouais. Oui, ils ont décidé... QS, on parle de QS? On parle de QS. Ils ont décidé donc d'appuyer l'ensemble des politiques du Parti libéral à certains égards. Bon. Mais nous n'irons pas sur ce débat. L'union fait la force. Pas fort probable. OK, alors, on s'en va peut-être un peu plus localement avec Dolbeau-Mistassini qui élargit l'admissibilité à son programme d'aide aux entreprises. Cette semaine, donc, il y avait eu, au niveau de l'Hôtel de Ville, au niveau du conseil municipal, on a déterminé que le programme d'aide qui s'adressait surtout à des industries, à des entreprises industrielles qui venaient venir s'implanter, il y avait une aide qui était accordée, une subvention qui pouvait être accordée aux promoteurs, pouvant aller jusqu'à 25 000 d'ailleurs. Ce qui est un très beau montant. Exactement, pour pouvoir venir s'implanter chez nous. Et là-dessus, il y avait les critères, naturellement, combien de création d'emplois et cette politique. Parce que quand c'est de l'argent public, il faut regarder les résultats aussi. Là. On ne veut pas de gaspillage là-dedans. Exactement. Donc, on a, là, on vient de réadopter cette politique-là, ces programmes-là, mais en élargissant à d'autres types d'entreprises. C'est-à-dire que même là, les entreprises commerciales qui viendraient s'implanter pourraient être susceptibles de recevoir une aide financière, donc de la part de la municipalité. C'est maintenant permis. Tu fais une différence entre entreprise commerciale et... Oui, là, avant ça, c'était juste industriel et très précis. Seulement industriel. Là, je peux avoir industriel, un peu plus élargi aussi, et je peux avoir du commercial, et je peux même avoir du professionnel. Là, si c'était juste industriel, on voit là que c'était le reflet de vouloir développer une autre industrie, probablement. D'autres types qui a longtemps été le PME. thème, après qu'on ait un peu soupé de la mono-entreprise, après qu'il y ait eu les fermetures d'usines, tout ça, on a commencé à peut-être vouloir une aluminerie, tout ça. Ça s'est parlé de différentes implantations possibles, de projets de développement industriel. Et c'est pas vraiment arrivé. On a conservé nos industries, mais on est une industrie avec un fort pôle principal qui est indiscutable. J'ai fait des recherches là-dessus à l'université et il n'y a pas à dire, mais quand même, il y a beaucoup d'entreprises de plus petite taille, mais qui sont solidement établies depuis plusieurs années. Bon, il y a eu des tentatives qui ont vécu pas très longtemps, qui ont apporté une certaine diversité. Après ça, elles sont parties. Mais il y a quand même un bon nombre d'entreprises industrielles qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Probablement que ça a pu leur aider. Mais le commerce aussi, ça, il ne faut pas négliger ça. Puis entre autres, par rapport à l'aspect aussi du développement de ces commerces-là, à la modernisation de ces commerces-là. On a souvent parlé, et là peut-être que tu me diras si ça égare notre sujet, parce qu'on pourrait peut-être en reparler plus tard, mais par rapport au commerce en ligne, il y a des tentatives qui ont été faites, mais il me semble qu'on n'a pas été tant que ça dans l'agrandissement du commerce. On a voulu comme implanter le commerce en ligne dans la région, mais l'objectif du commerce en ligne, c'est pas de vendre à quelqu'un qui habite au bout de la rue pour qu'il n'ait pas à se lever de son divan. C'est plutôt d'amener des capitaux de l'extérieur en vendant à l'extérieur. Et à ce moment-là, c'est de placer son produit comme étant différent ou ayant un différentiel de prix assez intéressant. On est peut-être plus dans le côté de la diversification sur la qualité ici parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes moyens, la même masse critique de moyens pour faire notre bout de chemin sur l'avantage économique, mais on est capable d'avoir des produits fins de très bonne qualité. Et il me semble qu'on aurait tout avantage à essayer de gagner des marchés extérieurs avec ça. Fort probablement que le programme, justement, c'était un des points sur lesquels je voulais qu'on aborde. Toute la question non seulement du commerce électronique, mais du développement du multimédia. Je me plais souvent à dire que, oui, aujourd'hui, une entreprise qui se fait on va prendre dans le multimédia, elle peut très, très bien venir s'implanter sur le boulevard Walberg. Et contrairement avant ça, où est-ce que ce rang d'entreprise-là, on se disait, écoute, il faut que tu sais, chez la rue Sherbrooke à Montréal, t'es plus proche. Mais même des commerces qui ont une production qui est de nature, pas industrielle, mais
que tu fais un produit qui est peut-être un Dans produit de l'économie du consommation. savoir, oui. Oui, dans l'économie de savoir, mais peut-être aussi un produit de consommation qui a une certaine finesse, là, que les gens peuvent s'intéresser. Et on voit souvent ce genre de produit-là qu'au détour d'une page web, on voit une publicité, puis « Ah, mais c'est donc bien chouette, ce produit-là, j'ai jamais vu ça. » Puis on en veut un, puis c'est vendu par on ne sait pas trop qui. Des fois, c'est en Grande-Bretagne, des fois, c'est aux États-Unis, souvent. Des fois, c'est en Asie. Et ce genre de produit-là, il s'agit de le placer. Des fois, c'est une affaire de gros sous, le placement financier, le placement commercial, pardon. De mettre des publicités au bon endroit pour que les gens, que ça leur apparaisse devant soi, mais c'est pas impossible de tirer son épingle du jeu là-dedans quand on est habile. Par contre, ça a des conséquences négatives aussi sur les médias ou la publicité traditionnelle. Oui, mais ils ont tendance à s'interconnecter davantage. Les régies publicitaires sont de plus en plus unifiées. Oui, maintenant, si tu te ramasses avec... Je donne un exemple que j'ai déjà connu, que je connais bien. Au niveau, donc, du média écrit, du journal. Oui, le journal, c'est sûr que c'est fait malmené dans les dernières années. Lorsque le journal vendait une publicité à X-Commerce et qu'il s'assurait de rejoindre son monde, aujourd'hui, la personne, il dit, tu rejoins le même monde. Tu rejoins encore. Mais la personne dit, ah, tu sais, bon, regarde, je m'en pense aussi sur Facebook, elle ne prendrait pas le même type. Alors, ce que tu fais, c'est que tu réduis donc le marché local. Tu le réduis au profit de... Mais le local est-il nécessairement sur le papier ou est-il aussi dans l'ordinateur? Le local, à quelque part, c'est où les gens sont implantés. Sauf que là, la question, c'est qu'on se dit... Oui, les deux. Mais là, ce que l'acheteur de publicité, le commerçant, lui, il dit, écoute, il dit, si je veux rejoindre tous les deux, j'ai la même enveloppe, je la sépare en deux. Alors, moi, ce que je dis, c'est que quand tu la sépares en deux, oui, ce qui fait en sorte que celui qui avait le journal, qui avait tel service qui t'offrait, puis qui avait telle possibilité, là, n'a plus ces mêmes possibilités. Sauf si, comme je disais, ils ont fait une régie publicitaire unifiée, puis à ce moment-là, ils sont capables de répartir la publicité en différents endroits et d'avoir une espèce de prix unique pour, bon, tu vas avoir, pas nécessairement un prix unique, là, mais en tout cas d'avoir une gestion qui met un pied dans chaque monde, le monde physique traditionnel des médias qu'on connaît, le journal, et on va peut-être même embarquer la télé là-dedans, les radios, la radio, tout à fait la radio locale, et aussi des publicités sur les réseaux sociaux, sur les pages web. Donc, si on a une espèce de, excusez l'expression, bundle pack de tout ça, là, il me semble que c'est là qu'on peut vraiment tirer son épingle du jeu en conservant les moyens traditionnels à un niveau qui est plus le même qu'avant, mais qui est différent. C'est qualitativement différent. Ça va être peut-être une autre clientèle qui va être rejointe et d'une façon qui est aussi différente. Il ne faut plus faire de la publicité nécessairement comme avant. Il faut la faire de manière adaptée à la réalité des médias d'aujourd'hui. Donc, qu'on élargisse un peu plus le programme d'aide à diverses entreprises, c'est quand même une politique. L'autre élément qui est intéressant... Mais avec des objectifs. Ça serait intéressant qu'il y ait des objectifs là-dedans, qu'on se donne une traque, parce que comme on parle depuis tout à l'heure, développement de l'industrie multimédia, etc., bon, il pourrait avoir certains objectifs de préciser. Là, on n'a pas le détail devant nous, mais ça serait intéressant. En fait, ce que l'on crée, ce que l'on veut chercher au départ, c'est naturellement le nombre d'emplois créés. Oui, OK? ce qui est bien important. C'est un des éléments. Oui. C'est un projet sans oublier la qualité aussi de ces emplois-là. Exact. C'est ce qu'on vend beaucoup d'ailleurs aussi, la qualité des emplois, la qualité de la région qu'on a à offrir. OK. Alors, Dolbo Mistassini veut aussi favoriser l'achat chez nous pour ses fournitures, c'est-à-dire qu'on a là aussi profité des amendements à la loi sur les cités et villes qui permet maintenant à des municipalités, qui permettent d'élargir un petit peu plus, pour favoriser sur la fourniture. Donc, à un moment donné, tu peux avoir quelqu'un qui soumissionne pour 1 200 $, il est de l'extérieur, puis ici, dans la municipalité, il a soumissionné pour 1 225 $. Donc, théoriquement, tu dois le donner à 1 200 $. Ouais. Mais là, la loi permet un certain pourcentage d'écart sur le prix qui est offert pour permettre que tu deviennes... Même si tu es un petit peu... C'est un amendement de bon sens à la loi sur le plus bas soumissionnaire qui, oui, ça a été fait dans l'optique qu'il n'y ait pas de gaspillage et ça favorise que les fonds publics soient le mieux investis possible. En fait, le moins dépensé possible. Des fois, ce n'est pas le mieux investi, c'est plutôt le moins dépensé possible. Mais ça ne tient pas compte des circonstances et ça peut forcer justement des petites municipalités de régions éloignées
à opter pour des contrats qui ont été faits de manière quasi agressive par des entreprises de n'importe où. Et la pièce, excusez l'expression, la pièce va aller à quelqu'un d'autre, complètement à l'extérieur. Et on essaie de faire vivre nos milieux. Et là, on s'en va prendre un contrat très lucratif. On s'en va le donner à quelqu'un de l'extérieur complètement, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Si le gouvernement veut s'enlever une épine du pied par rapport au dossier de l'économie des régions, qui ressort toujours, même si on tarde à l'adresser de manière efficace, bien, ça, en voilà une bonne initiative. Oui, parce que mais ça me fait penser à ce que j'adopte moi-même comme comportement, c'est-à-dire que quand quelque chose est un peu plus cher, mais que tu peux l'acheter chez un commerçant d'ici, si la qualité est comparable, tu vas aller vers le un peu plus cher localement et tu vas bénéficier d'un service qui est de proximité. C'est ça. Justement, l'achat chez nous, j'aime bien dans ton dernier élément avec on est plus près, on est proche, c'est la proximité et ça permet de faire en sorte que, oui, l'échange, faire un échange commercial, ce n'est pas juste prendre un bien, sortir 2 $ dans sa poche et le payer. C'est une relation avec le marchand. Effectivement. Oui, et ça, il n'y a pas de prix à une bonne relation avec un marchand chez qui tu vas régulièrement aller chercher de l'approvisionnement dont tu as besoin. Est-ce que c'est ça qui devrait faire l'objet des politiques d'achat chez nous? C'est-à-dire davantage, davantage axé sur dire, ben oui, regarde, t'achètes chez nous, tu permets, il y a eu des publicités qui disaient à un moment donné, ben tu permets à ma voisine d'avoir, ou à mon voisin d'avoir un emploi en restauration, donc tu vas manger au restaurant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jules, parce que c'est pas en se mettant à terre devant les gens, voici votre produit pour moins cher, puis finalement, ça vient qu'à vider la poche des commerçants parce qu'ils essayent de lutter avec Québec, avec Montréal. Des gens vont faire leur magasinage aux places à Québec, tout ça, et ils ont des prix, évidemment, que certains commerçants locaux ne seront pas capables, par les moyens qu'ils ont, d'aller à côté. Même la diversité, des fois, fait mal aussi. Là. Je me souviens de l'histoire de ma mère qui magasine une télé, il y a quelques années, pas tellement longtemps, je vous dirais peut-être 4 ans, et incapable de trouver une télé de la taille et de la qualité qu'elle souhaitait. Ici, à Dolbeau-Mistassini, c'est triste. Bon, il a fallu qu'elle se déplace un peu dans la région, toutefois. On a réussi à trouver quelque chose dans la région, mais c'est difficile pour les commerçants d'aller à côté le même niveau, mais responsabilisons les gens et montrons-leur qu'est-ce que ça a comme retour, ce qu'ils donnent. S'ils donnent leur clientèle, s'ils donnent leur fidélité à un marchand et leur précieux denier, peut-être en quantité un peu supérieur. Bien, ils ont quelque chose en retour. Exact. Et tu as l'échange là-dessus qui se passe. Écoute, fort probablement qu'il s'agit de politiques qui se doivent d'être encouragées, tant pas juste pour la ville, mais aussi pour l'ensemble des municipalités. Et quand on parle d'achat chez nous, eh bien, les politiques devraient être orientées aussi sur vous permettez aux gens qui sont à côté de vous, de pouvoir aussi vivre ici. Et ça, je pense que c'est important. La question de l'achat chez nous. Oui, monsieur. Écoute, le 6 décembre prochain, on va avoir la guignolée des médias. C'est donc à dire qu'ici à Dolbeau-Mistassini, on le sait, depuis un peu plus tout près de 30 ans, au niveau de Dolbeau-Mistassini, on met de l'avant cette Ils prennent PayPass maintenant, je crois. Pardon? Ils prennent le PayPass, je pense, maintenant. Ah, peut-être aussi, mais ils pognent, ça se prend naturellement le matin lorsque tu circules avec ton véhicule et on vient te chercher. Parce que les gens n'avaient jamais de monnaie sur eux. À un moment donné, je pense que les terminaux sont sortis. Oui, là, il y a eu cet élément-là qui entre en ligne de compte. Pour toi, là, est-ce que c'est une activité, effectivement, que l'on se doit de maintenir? Ah, c'est une belle tradition. C'est une belle tradition. Puis maintenir, oui, certainement. Parce qu'on sous-estimera jamais assez, ce que je suis en train de dire là, je veux dire, il ne faut pas sous-estimer la pauvreté dans nos milieux. C'est pas parce qu'on est un milieu terriblement pauvre, non, mais il y en a une pauvreté, puis elle est trop souvent invisible, et ça fait donc bien du bien d'avoir des initiatives comme ça qui vont vraiment aller pouvoir changer un petit quelque chose à des gens qui sont en dernier recours, là. Exact. Donc, il ne faut pas oublier, donc, si meilleurement ma filette, c'est ça, c'est le 6 décembre, donc, que la guignolée des médias.
va être présente dans le secteur. Et cette année, ça porte aussi le nom de collecte de fonds pour la fondation. Ah, on change le branding? Oui, en fait, c'est pour aider à la fondation de la soupe populaire. Ah, d'accord. Et l'activité demeure, là, c'est-à-dire que c'est pour favoriser la soupe populaire à avoir des ressources financières pour être capable d'offrir des repas à prix un peu plus modiques par les jours. Il y a aussi, toujours en fonction de ça, tu as Opération Nez Rouge qui va, elle aussi, démarrer à la fin du mois. Là aussi, c'est quasiment une tradition. C'est-tu nécessaire encore? Ben, moi, je penserais que oui, hein, parce qu'on a encore des accidents sur les routes à cause de l'alcool au volant. Donc, c'est facile, quelqu'un, d'affecter un peu, là, de prendre des mauvaises décisions. Puis, c'est la facilité d'accès qui fait gagner souvent le changement. Et Nez Rouge a certainement sauvé beaucoup d'accidents, probablement sauvé des vies, sauvé des blessures, parce que c'est facile d'avoir accès à l'opération Nez Rouge. J'ai déjà, au détour d'un party des fêtes, dit « Bon, non, je ne prends pas ma voiture. » Et Nez Rouge, c'est très facile d'accès. Et c'est pas dispendieux, tu fais un don. C'est pas, il n'y a rien là. Puis même quelqu'un qui serait mal pris n'a pas d'argent sur lui. Nez Rouge, il faut pas avec les masses. Ils viennent de faire une bonne action et ça ne leur tentera pas de gâcher le soirée pour si peu. Là, hein. Donc, il faut essayer de garder un peu de cash idéalement. Quand tu prends un verre. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout le dépenser. OK. Donc, Opération Nez Rouge aussi, qui va être dans les prochaines semaines. Alors, nous en profitons pour faire une petite pause à ce moment-ci de l'émission et nous vous revenons dans quelques minutes. Acheter en français, c'est bien sûr contribuer au développement de notre économie et à la création d'emplois, mais c'est aussi se respecter et se faire respecter. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Épargne Placement Québec présente le risque selon Ginette. Depuis toujours, Ginette aime prendre des risques. Parfois calculés et parfois pas. Mais lorsqu'elle a voulu s'assurer d'une retraite excitante, Ginette n'a pris aucun risque. Elle a épargné avec le REER d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit que c'était un défi incroyable. Parcourir 2000 km seul en suivant le réseau électrique, ça m'a amené à repousser mes limites. C'est un projet qui m'a rendue fière de la beauté du Québec, fière des bâtisseurs du réseau. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en dépassant nos limites, on peut arriver à quelque chose de formidable. C'est vraiment inspirant. Épargne Placement Québec présente le risque selon Simon. Sans même s'en rendre compte, Simon prend des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'il a voulu se construire un atelier de sculpture, Simon n'a pris aucun risque. Il a épargné avec le CELI d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français et qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Alors voilà, nous sommes de retour avec cette fois-ci un débat qui semble vouloir s'enchaîner, soit celui de l'abolition de ce qu'on appelle un gouvernement local qui est les commissions scolaires. Et avant, on sait que la semaine dernière, la commission scolaire du Pays des Bleuets a présenté tant à ses employés, donc au niveau de ses propres institutions qu'au niveau du large public, ce que l'on appelle son plan de réussite 2020-2023, c'est-à-dire qui en fait un peu le plan de réussite du tour d'honneur, si on veut, puisque là, c'est d'ici 2 ans,
qu'on annonce cette mise à terre, justement, des Possible, institutions. ouais, c'est-à-dire qu'il va y avoir des changements qui vont aller là-dessus. Juste pour revenir sur la question du plan de réussite, on sait que c'est maintenant, avec la nouvelle loi sur l'instruction publique, le ministère exige que chaque commission scolaire dépose un tel plan, ce qui permet d'orienter l'ensemble des actions de la commission scolaire sur des objectifs très précis. Entre autres, ici, il y en a un de ces objectifs-là va être d'essayer de remonter le taux de réussite des jeunes garçons, scolaire, surtout chez les jeunes garçons qui sont un peu à mal dans les statistiques par rapport à la complétion de leurs études secondaires par rapport aux jeunes filles. Les jeunes filles qui le font plus fréquemment en 5 ans, leur secondaire, les jeunes garçons parfois vont prendre 7 ans. Entre 6 et 7 ans. Là. Donc, ils sont beaucoup plus nombreux à étirer leur secondaire. Okay. Donc, on a parlé que le redoublement, ça n'existait plus, là, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. On a changé le principe et il y a eu une certaine confusion autour du fait qu'aussi, là, un bout de temps déjà, l'école a été remaniée, les cycles ont été remaniés et les objectifs devaient se compléter à la fin du cycle. Un cycle, par exemple, on a secondaire 1 et 2. Constitue un cycle, 3, 4, 5, on a un autre cycle. Donc, si les objectifs ne sont pas atteints en secondaire 1, on laisse comme une chance au coureur et il faut que les objectifs soient atteints en secondaire 2. Par contre, sinon, là, on va penser à peut-être que l'élève doit rester dans ce cycle-là pour le compléter. Un autre pour pouvoir être capable d'atteindre ces fameux objectifs. C'est ça. Mais les jeunes garçons qui, depuis plusieurs années, font moins bien en termes de rapidité, de complétion de leurs études que les jeunes filles. Ça s'est dit souvent que l'école est plus conçue pour les jeunes filles, etc. Ça fait un peu cliché à mon sens, là, mais il doit y avoir du vrai là-dedans quelque part parce qu'il y a peut-être une plus grande proportion de jeunes garçons qui apprennent mieux dans l'action. Moi, je suis plus du type, je dirais pas intellectuel, là, mais on va l'assumer, oui, OK. Mais effectivement, on voit que ça fait mal un peu en voyant les statistiques. Qu'est-ce qui se passe avec l'écart entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Donc ce fameux plan de réussite... C'est important de s'adresser à ça. Ce fameux plan de réussite, ça me semble très pertinent. Des actions qui seront mises à l'avant, pas juste pour la question de la réussite chez les garçons, mais globalement aussi, il y a d'autres types de réussite sur lesquelles on orientera ces actions-là. Et on prenait en fin de semaine qu'effectivement... il serait question que d'ici 2 ans, on puisse remplacer ce qu'on appelle les commissions scolaires par une organisation qui va dépendre davantage du ministère. Là, c'est ça qui me fait rire. Là, on parle d'abolir. Après ça, on parle de remplacer. À un moment donné, je ne sais pas si ça va faire comme une discussion mémorable qu'avait eu un de mes amis avec une personne un peu trop passionnée sur l'anarchisme. Et il avait commencé par lui dire « Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as complètement mis le gouvernement à terre? » « Ben, on organise telle chose, on organise ça. » Et ça a fini au bout de 5 minutes qu'il avait recréé la police, il avait recréé telle chose. Bon, tu vois où je veux en venir, là? On déshabille Paul pour habiller Pierre. J'ai tué bon nom, je ne sais pas. Là. Ouais. Mais on va abolir les commissions scolaires pour faire quoi? Un organe du ministère qui va être une forme de décentralisation. Ouais. D'ailleurs, en passant, la formule n'est pas éclaircie. Là. OK? On a mis de l'avant certaines idées. Oui, on nage encore dans le ministère avec ça. Là. Et en fait, ça avait tout d'une proposition populiste. Et non seulement ça s'adressait à un mécontentement. Je pense que ça oriente sur le fait que aussi la CAQ avait fait un engagement dans la campagne électorale qui était à l'effet de abolir la taxe scolaire. Ah, OK? Alors, ça s'inscrit dans tout ça. Et ça, déjà, des démarches là, sont entreprises. On retarde peut-être un peu l'échéancier, mais on veut mettre de l'avant aussi. Donc, c'est parce que ça amène un point suivant. Une commission scolaire est un gouvernement local, un gouvernement régional. Et quand on parle de gouvernement, on parle de décisions qui se rapportent à son milieu de façon plus de proximité. Hein? Alors, si je décidais de desservir le midi un transport scolaire à tel endroit, ce n'était pas le ministère qui le faisait, mais l'ensemble des commissaires déterminaient que oui, il faut que nous implantions ce service-là. Et on avait recours à ce moment-là à ce qu'on appelle la taxe scolaire pour aider à payer ces choses-là.
lorsque tu abolis la question de la taxe scolaire et que tu la remplaces pas par quelqu'un qui est au niveau local. On est en train de vouloir faire passer ça par les tuyaux du ministère. C'est en plein Bon, ça. Donc, tu en es rendu à dire, bon, oui, ton gouvernement n'existe plus. Ouais. OK? Quand on parle d'un gouvernement, il y a quelqu'un qui disait dernièrement, quand on parle d'un gouvernement, on parle d'un lit. C'est-à-dire que j'ai la gestion de mes lois. J'ai la gestion, donc, de mes décisions. Si je le rapporte à la commission scolaire, j'ai la gestion de mes impôts. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui me dit qu'il faut que j'impose tel impôt. C'est ma gestion. Mais là, il va falloir qu'on arrive avec un plan pour ne pas qu'on perde en service. Parce que c'est une proposition qui n'a aucun sens si c'est pour enlever des services aux élèves. On a tellement parlé des services aux élèves et la CAQ y est allée aussi de la qualité qu'il doit y avoir dans l'éducation. Et alors là, on va essayer de tirer le tapis, tirer la nappe en dessous des couverts plutôt. Là. Et il va falloir que quelqu'un soit prêt à réceptionner la nappe. Parce que c'est évident que ou ramasser les couverts s'ils tombent parce qu'il va falloir qu'il y ait un solide plan pour... D'ailleurs, ici, la commission scolaire du Pays des Bleuets, c'est dans les plus efficaces. C'est pas du gaspillage d'argent. C'est une entreprise qui... D'ailleurs, on parle d'à peu près même pas 5 du budget qui est consacré à l'administration. Ça sert à répartir des travailleurs qui sont précaires. L'enseignement, je ne vous le cache pas, j'ai moi-même mon expérience là-dedans et j'y ai goûté aussi. La précarité de l'enseignant débutant, c'est quelque chose d'avéré. On peut parler que pour avoir une permanence, et là les gens confondent souvent poste, contrat, etc., mais pour avoir une permanence dans l'enseignement, avoir les 2 pieds attachés et son nom dans les formulaires attachés à une école, ça peut prendre une dizaine d'années. C'est quelque chose qui peut être très long. Et pendant ce temps-là, tu n'es jamais sûr de rien d'une année à l'autre. Je connais des enseignants que ça faisait 11 ans qui étaient presque, en plus, ils avaient été chanceux, ils avaient presque toujours travaillé à la même école. Et du jour au lendemain, à un moment donné, c'était l'incertitude. Où est-ce que je vais me retrouver le lendemain? Et la commission scolaire faisait en sorte au moins de te faire tenir ça un peu ensemble parce qu'ils desservaient toutes les écoles. Les gens, s'ils se mettent à dire « bon, je vais aller porter mon CV à école par école », là, ils vont se disperser, tandis qu'il y avait une gestion unifiée, gestion du personnel. Les ressources humaines à la commission scolaire, c'est pas un petit département. Là. Ça gère beaucoup de monde, ça gère beaucoup d'horaires différents, des disponibilités différentes. Et ça fait en sorte que les gens peuvent aller travailler dans les 5... Moi, par exemple, j'étais au secondaire, je pouvais aller travailler dans les 5 polyvalentes de la région. Et tout était unifié, tout était beau comme ça. Là. Tu prends le téléphone, puis tu vas à toutes les places parce que c'est une liste de noms unifiés. Qu'est-ce que ça va être après? Là? Exact. Les gens vont être pris pour choisir absolument. Lorsque la décision va venir de Québec. Ouais. Et là, quand tu as 5 employeurs, tu as autrement plus de téléphones qui sonnent que quand tu n'en as qu'un. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point, quel genre de mouvement, on en fait l'annonce actuellement que, oui, on veut abolir sur une certaine période de temps la question de la gestion par les commissions scolaires. Maintenant, est-ce que ce que tu dénonces là actuellement, est-ce qu'il peut y avoir des mouvements, tu penses, qui peuvent originer non pas juste mais de la population, pour faire en sorte qu'on n'y aille pas là ou qu'on y aille différemment là? Bien, certainement que les syndicats de l'enseignement vont réagir à ça. Rendu là, je pense qu'ils ont une certaine indépendance politique. Ils vont être capables de faire face à la musique, j'imagine, mais ils vont faire entendre leur voix, certainement. Je ne pense pas que les syndicats restent passifs à travers ça. On a vu qu'ils étaient capables de se mobiliser récemment. Puis au niveau de la population, y a-t-il, tu penses, une façon de mobiliser des gens par rapport à dire... C'est ironique ce que je veux dire, mais ça prend un peu de pédagogie, je pense. Parce que je pense que la proposition de la CAQ qui est en veille, on dit, d'ici 2 ans, est venue d'une manière, je disais, populiste, puis j'assume ma position là-dessus. Ça, je crois que c'est une mesure populiste. Parce qu'il y avait dans la population une mécompréhension de comment fonctionne, on a toujours une espèce de vieille... une espèce d'amertume par rapport au fait que, bon, des enseignants, ça ne travaille pas l'été, puis c'est bien payé.
Oh boy, si on est pour dire qu'un enseignant, c'est bien payé, là, je ne sais pas, je pense qu'il y en a qui faudrait qu'ils retournent voir un peu les chiffres, là, mais on n'est pas payé l'été, puis c'est pas ce qu'il y en est, mais il y avait un mécontentement, on dirait, là, par rapport à la gestion des commissions scolaires. Puis on dirait qu'on a fait porter le chapeau aux commissions scolaires depuis quelques élections déjà. Puis Mario Dumont, déjà que la DQ avait cette idée-là aussi. Ça semble être une cible facile parce que ça fait brasser beaucoup d'argent. On se dit, on va attaquer le moton. Il y a beaucoup d'argent qui se brasse, on va enlever ça, on va enlever de la bureaucratie. Puis ça va avec encore l'histoire de toujours diminuer le fonctionnariat. Mais on s'est rendu compte, avec des études, que dans le fonctionnariat au Québec, on est même un peu en dessous de ce qui se pratique en entreprise privée. Où est la logique? Écoute, à l'évidence, on va reparler de cela dans les prochains mois et prochaines années, à l'évidence. Écoute, tu m'avais mis un sujet que je le connais peut-être un peu moins, mais je vais essayer de l'aborder, puis tu pourras le compter. On sait que la mine BlackRock, l'entreprise, a décidé de ne pas nécessairement aller directement écouler son tantal à partir d'installations portuaires, mais plutôt d'utiliser... c'est le transport par camion qui a été mis de côté, en fait. C'est qu'on y va par train. Si on parle bien de la bonne mine, là, on irait par train. Et c'est d'un ordre de prix qu'on n'a pas annoncé dans ce que j'ai entendu radiophoniquement. Mais c'est d'un ordre, là, il y aura un zéro de moins, là, pratiquement, pour le transport par camion. À l'avantage du transport par camion, ce serait beaucoup moins cher. Mais on a été pour répondre à des critiques qui existaient et pour que les gens soient plus à l'aise avec le transport des minéraux en question, on irait par train. Ça serait, ça emprunterait une voie ferrée, donc c'est moins de poussière levée, c'est moins de bruit, c'est moins de détérioration des chemins. Et on va le dire aussi, c'est beaucoup moins d'émissions polluantes. Je ne pense pas qu'un train sur sa traînée va occasionner autant d'émissions de CO2 et d'autres polluants que toute une flotte de camions qui peuvent en prendre beaucoup moins qu'un train par voyage. Le train part, il est chargé à bloc, mais c'est beaucoup plus cher. Et rendu là, moi, je me dis, si on est rendu là qu'une compagnie, là, on se surprend un peu qu'elle prenne le plus cher pour faire du bien à l'environnement, comment est-ce que le gouvernement devrait réagir face à ça? Le transport ferroviaire, ça a déjà été le via de tout. Ça a déjà été le moyen par excellence de faire acheminer la production industrielle partout. Et là, ça a pris son... je me ferai peut-être pas d'amis chez les camionneurs en tenant de tels propos, mais force est d'avouer qu'il y aurait beaucoup d'industries qui auraient avantage pour leur bilan environnemental d'adopter le train. Et ça irait d'une certaine logique aussi de désencombrer les routes. Et, donc, voilà, tout est dit. La troisième voie à Québec. Mais quand c'est question de favoriser, justement, tout ce qui est sur rail, tout ça, on dirait qu'il y a une frilosité. C'est que je m'explique pas bien. Puis si c'est tellement plus cher que ça, qu'une compagnie, décide que, finalement, on va le faire, mais c'est pas un choix qui s'impose parce que c'est beaucoup plus cher. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire par rapport à ça? Oui, il faut probablement une intervention qui pourrait venir. Et on ferait une paire de coups, là. Oui. Parce que là, on s'adresse au changement climatique. Exact. Écoute, là aussi, c'est un sujet, je pense qu'il faut que nous surveillons et que l'on voit qu'est-ce que l'ensemble des élus peuvent répondre aussi pour favoriser ce genre de transport. Hey, ça m'amène à un autre élément de transport. Oui. Bombardier. Bombardier se retrouve là, de nouveau en danger. Il serait encore en difficulté. Là, je te passe un peu sans nécessairement le discuter. On sait que le nouveau ministre de l'Industrie, développement industriel, donc, est un peu poigné dans une problématique. Il serait actionnaire d'une entreprise qui a des contrats de sous-traitance avec Bombardier. Donc, pour ça qu'il aurait fait une déclaration qu'on serait peut-être favorable à réinjecter de l'argent dans Bombardier, des fonds publics. Et je ne voudrais pas aller nécessairement là-dessus, mais est-ce que toi, et tu n'es pas encore ministre, là, est-ce que toi, il faut que le gouvernement revienne encore pour aider
une entreprise. Bien, la prise 2 me semble un peu... il me semble déjà qu'il y avait eu beaucoup de contestations, puis je vais me mettre dans... Pas tout à fait les deux pieds dans ce rang-là, là, mais je pense que ça avait une certaine logique d'aider une grande entreprise. Mais là, de la façon dont ça a été fait, les montants et les garanties et tout ça, là c'est là que le bas blesse. Là. Il y avait eu clairement là, une sorte de bonbon donné à Bombardier de cette façon-là. La première fois, et là, on parle de première fois, là, on est rendu à une deuxième qu'il y aurait encore d'injection de fonds publics dans Bombardier. C'est ce qu'on nous dit. Là. Ben, c'est ce qu'on dit qu'elle pourrait avoir le besoin. Par contre, il a fallu que, tu sais, la première fois où on a mis de l'argent, le 3 milliards, on n'a pas eu beaucoup de grosses exigences. Oui, c'est ça. Et entre autres, tout a recommencé avec l'État, c'est un parent. L'abolition si tu me permets, l'État, c'est un parent. Et si le parent fait juste donner de l'argent tout le temps, son enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y vider les poches. Exact. Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas être aveugle sur le point de on va aider une grande entreprise, mais je ne pense pas que ce soit la seule chose. Il y a peut-être des intérêts qui jouent là-dedans aussi. Il y a peut-être des amitiés politiques ou des rapprochements, certainement. Par contre, ou une sympathie par rapport à une grande entreprise. Mais il ne faut pas défendre quelque chose de complètement pas viable là, par orgueil non plus. Oui, c'est ça. Il reste que les 2500 emplois qu'ils veulent mettre à terre, qui veulent pour assainir leur situation. Ça fait en sorte que, oui, on donne 3 milliards de dollars sans trop d'exigences, et voilà ce à quoi on se fait. On dirait que c'est un jeu de chantage entre la grande entreprise et le gouvernement. Et puis on a déjà vu d'autres entreprises se rendre coupables de ça aussi. Il faudrait que tu m'aides parce que je vais mettre du monde à pied. Et on dirait que c'était comme un chantage. Le bas blesse aussi lorsque on a remis 3 milliards de dollars et quelques mois après, l'ensemble des hauts dirigeants voyaient leur propre salaire, eux, augmenter, voire même doubler à certains égards. Et, il est où l'intérêt pour les emplois maintenant? C'est ça. Tu comprends? Je veux dire, là, il faut que... Je pense qu'en termes de relations publiques, actuellement, Bombardier, je ne sais pas quel game il joue, là, mais c'est bien mal parti là, sur cet élément-là. Fort probablement que la décision qu'ils ont dit de congédier 2500 personnes peut peut-être faire plaisir aux actionnaires, mais je te ferai remarquer que l'action de Bombardier, lorsqu'ils ont fait cette annonce-là, et aujourd'hui, OK, elle est partie de 4 $ quelques et elle se situe maintenant à 2 $ en bas de 10 sous. Bon, OK, sur un autre sujet, donc, on aborde la question en Ontario. On a décidé qu'on donnait trop d'argent aux faits français et on a trop d'argent. On a aboli là aussi certains programmes sans que tout soit aboli. Là, et là, on prétend qu'il n'y aura aucun impact, que les services en français ne sont pas menacés. Mais on coupe les vivres complètement. Comment on peut faire survivre de quoi sans fonds? Le gouvernement Legault a rencontré justement, M. Legault a rencontré son homologue ontarien, lui a demandé de revenir sur sa décision là-dessus. Il a reçu une fin de non-recevoir. Est-ce que le fait français à l'extérieur du Québec, c'est pas la préoccupation du gouvernement du Québec? Ou si on n'a pas un rôle aussi d'influence? Certainement que, de manière tout à fait non officielle, on a un rôle. Certainement un rôle de leader de la francophonie canadienne, parce qu'on est la province la plus... Dans les faits nous montrent on devrait être le leader, du moins par la masse critique de francophones, et on a des lois au Québec qu'on s'est installées pour défendre ces Français-là. Si on recule un peu dans les années de Maurice Richard, tout ça, où il y avait beaucoup d'anglais partout, et il y a eu... Plus tard, il y a eu toutes sortes de loi 101, etc. Il y a eu un changement aussi social. Il y a eu une forme on va dire, de colonisation culturelle intérieure au Québec, où est-ce que la francophonie, c'est vraiment comme sédimenté un peu sur le Québec, où il y avait tendance à avoir beaucoup d'anglais, même dans les fonctions publiques. Mais ailleurs au Canada, ça n'a jamais été facile. C'est de la survivance, pratiquement. On va parler en termes vrais, là, c'est vraiment des communautés qui vivotent et dont la nouvelle génération, celle qui est actuellement à l'école, a tendance à être bilingue avec des guillemets.
Donc, parce qu'on a moins la pertinence, on est noyé un peu dans le monde anglophone. Et là, j'ai rien contre l'anglais. C'est un état de fait de des petites communautés minoritaires qui vivent et qui essayent de maintenir une culture dans un milieu qui n'est pas favorable. Et le Canada, qui se gausse du multiculturalisme, va négliger ces communautés-là un peu partout au pays. Et on va même, là, ça ne dépend pas du fédéral du tout, remarque, là, c'est Doug Ford. Là. Ouais, mais on va couper les vies à ces communautés-là. Et il n'y a rien qui est fait pour leur faciliter la vie après quelque chose comme ça. On n'a rien entendu, du moins. Là. Et l'Ontario fait une ligne à partir de, je pense, Thunder Bay, sur tout le long. Tout ce qui est au nord, c'est 50 francophone, 50 anglophone. Là, il y a une réalité territoriale, il y a une réalité géographique de la répartition du français. Il y en a un peu dans la péninsule du Niagara, très peu. Toronto, il y a quelques personnes qui parlent français. Il y a quand même 2-3 institutions importantes pour la francophonie, mais c'est plutôt le nord de l'Ontario où on va retrouver beaucoup de francophones. Et rendu là, c'est le Canada. On n'est pas nombreux, mais il y a des réalités étendues, puis il y a une masse de gens qui sont là. C'est pas des perdus. Là. C'est du monde qui vivent là depuis longtemps, puis en français, puis c'est leur territoire. Puis là, on va couper les vies au service en français là-dedans. Ça me semble une aberration. Là. En tout cas, ça coûte vraiment choquant. Là, le gouvernement... On dirait que c'est un je m'en foutisme complet de la part du gouvernement ontarien par rapport à cette réalité-là. Le gouvernement canadien, par la voix de la ministre Joly, a décidé d'intervenir, va essayer de rencontrer. Là aussi, il y a des fins de non-recevoir de la part du gouvernement de l'Ontario. Tu me l'apprends, mais je suis content de voir qu'au moins le fédéral a essayé de... Il essaye de voir parce qu'on est quand même... Ouais. Sauf que là, tu entres dans le problème des juridictions. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qui a... On voit que même au niveau peut-être du fonctionnement du Canada actuellement, lorsque c'est le temps de faire valoir certains types de droits et que c'est l'autre qui doit prendre les décisions, ça amène ce genre de problème. Il me semble que c'est d'une autre époque, ça, de couper des services en français. Là, ça a quelque chose de choquant parce qu'on dirait que c'est vraiment un retour en arrière. Et ce que ça va amener, et je pense qu'il va falloir qu'il y ait les Franco-ontariens sont à s'organiser, comme on dit, là, des moyens pour faire des manifestations à cet égard-là. Il va falloir que, oui, je pense toute la communauté francophone canadienne soit derrière les Franco-ontariens pour non seulement exiger, mais il faut... On va falloir se lever de notre chaise. Surtout que, oui, je sais qu'il faut qu'ils coûtent plusieurs milliards, semblerait-il, parce que les finances ne vont pas bien en Ontario. Mais à ce qu'on me disait, c'est... Ils n'ont pas eu l'idée de couper les commissions scolaires, eux autres? C'est 500 millions de dollars, pas des milliards. 500 millions là, qui viennent de couper. Il paraît que ça permettait d'avoir une survie c'est francophone. Ça, c'est si peu. Pourquoi quand c'est si peu coupé, au lieu de couper dans le gras, essayez de voir, couper dans les détails? Semblerait-il que le gras est là, pour les Ontariens. On voit le gras où est-ce qu'on veut. Hein? On voit le gras où est-ce qu'on veut. Écoute, on s'arrête là-dessus. Je ne sais pas, c'est sûr que tu n'as pas bénéficié de l'animation de Pierre, qui est peut-être ça n'a pas été en reste. beaucoup plus actif. Alors, nous vous remercions beaucoup d'avoir été des nôtres à cette Et n'hésitez émission. pas à vous engager dans les commentaires sur Facebook ou YouTube avec nous. Vous serez lus et ça va nous faire plaisir de lire ça. Au plaisir.